Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre dans ce cycle de conférences organisé par la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne au patrimoine mondial. Nous en sommes à la 27e conférence et je vous propose de voir ici les titres des conférences précédentes et leurs thèmes. Voilà pour les 14 premières. Je vous laisse le temps de regarder le numéro de la conférence qui pourrait vous intéresser. Euh, voilà. Et ensuite, de la 15 à 25, donc la conférence d'aujourd'hui est la conférence numéro 26. Donc ce cycle de conférences, il vise à parler, mettre en valeur la valeur universelle exceptionnelle euh, qui a fait l'objet du classement sur la liste du patrimoine mondial le 4 juillet 2015. Et nous serons en année de célébration tout au long de cette année 2025 pour célébrer les 10 ans de l'inscription. Donc ça a commencé le 18 janvier avec la célébration de la Saint-Vincent à Épernay. Le 24 février, et c'est important, nous étions dans le cadre du centenaire de la Maison commune du Chemin Vert avec notre conférencier d'aujourd'hui, Dominique Potier, que je vais présenter dans un instant. Et puis le 11 mars, nous avions organisé à Troyes, au sein de la zone d'engagement dans l'Aube, les deuxièmes assises de l'onotourisme. Les prochains rendez-vous importants que vous pouvez marquer sur vos tablettes sont le 22 juin, la grande traversée du parc naturel régional de la montagne de Reims et la marche des réconciliations vont fusionner pour organiser une grande randonnée à l'intérieur des coteaux historiques et en traversée de la montagne de Reims jusqu'à la montagne de Reims côté nord. La célébration de l'anniversaire aura lieu à Rilly-la-Montagne. Le 4 juillet est une date importante puisqu'on sera date à date, 10 ans après la désignation par les ambassadeurs de notre inscription. Donc on resignera le plan de gestion, c'est-à-dire les 10 ans à venir, notre plan d'engagement devant l'UNESCO et devant l'État français. On le fera à Auvillers, là où tout a démarré, et nous traverserons le coteau pour aller fêter l'anniversaire à Champillon. Le 14 juillet, vous pourrez fêter la fête nationale avec la traditionnelle soirée blanche tout au long de l'avenue de Champagne à Épernay. Le 19 juillet, ce sont les flâneries musicales qui sont notre partenaire et qui nous invitent au fameux concert pique-nique. Et donc, on s'attend à chanter Joyeux anniversaire à plus de 10 000 personnes. Nous serons dans l'Aube fin juillet, et j'aurai l'occasion de vous en dire plus sur ce passage dans l'Aube au Risset. Et puis vous pouvez noter dans l'Aisne le 18 et le 19 octobre. Le grand dîner caritatif aura lieu le 7 novembre à Reims et nous clôturerons ces cérémonies d'anniversaire lors des Habits de Lumière à Épernay entre le 12 et le 14 décembre. Voilà une année bien remplie. Alors, la conférence que vous allez voir aujourd'hui, elle a été donnée par Dominique Potier à l'occasion des 100 ans de la commune du Chemin Vert, de la maison commune du Chemin Vert. Et donc, elle s'intitule Naissance de l'habitat social à Reims, l'exemple de la cité du Chemin Vert. Elle a donc été donnée en partenariat avec la maison commune du Chemin Vert, avec le foyer rémois et la direction de la culture de la ville de Reims. Euh, alors pourquoi est-ce qu'elle entre dans ce cycle? Eh bien parce que le chemin vert fait partie de la liste, enfin, ou de l'ensemble de la candidature au titre de la représentation de l'habitat social et donc porte fièrement la plaque d'appartenance aux coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial. Notre conférencier, Dominique Potier, euh, et rémois, après une carrière de conseil en communication, Dominique s'est consacré
à l'histoire de la reconstruction de Reims après la Première Guerre mondiale. Et il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de la reconstruction et sur l'architecture de la ville de Reims. Euh, il est vice-président de l'association des Amis de Saint-Nicaise du Chemin Vert et à ce titre, il participe à la conduite du chantier de restauration des verrières de la Lique. Il vient de publier récemment une biographie consacrée à Georges Charbonneau, dont nous allons beaucoup parler pendant la conférence qui vient. Et enfin, il travaille également depuis 2020 sur le premier art roman méditerranéen. Euh, donc, cher Dominique, merci de redonner cette conférence pour nous et je vous passe la parole. Eh bien, merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons ensemble avoir le plaisir d'évoquer un lieu qui est désormais centenaire et que le temps a finalement peu altéré. Et il offre encore d'ailleurs aujourd'hui à la population des services assez proches de ce qui était proposé il y a un siècle à la faveur des évolutions de ce que l'on appelle le vivre ensemble. Car effectivement, c'était bien de cela dont il s'agissait en 1925, promouvoir le vivre ensemble au cœur de la cité-jardin du Chemin Vert en apportant à la population les ressources nécessaires à un bien-être social et culturel, encore une fois, à toujours mesurer avec les moyens et les mots de l'époque. Ce sont donc bien des moyens d'action sociale et d'éducation que la Maison commune a mis en œuvre en permanence à travers un siècle parfois semé d'embûches. La Maison commune, au cœur de la Cité-Jardin du Chemin Vert, est finalement une très belle réponse apportée à une situation sociale qui était particulièrement dégradée à Reims, et cela depuis le début de la révolution industrielle. Alors, il ne s'agit pas ici, bien entendu, des conséquences désastreuses de la Première Guerre mondiale, mais de la situation dans laquelle se trouve la France au tout début du XXe siècle. La France vit alors une période absolument catastrophique en termes de taux de natalité qui ne cesse de chuter à partir de 1830 et donc qui va s'amplifier bien entendu avec la montée en régime de la révolution industrielle et qui fait qu'en 1911 on arrive à un taux de natalité de 19,6%. Alors ces chiffres en eux-mêmes ne veulent pas dire grand-chose, mais ils sont bien sûr à croiser avec les chiffres de la mortalité. Et malheureusement, même si la mortalité baisse au fil du temps, on arrive à des soldes qui sont quasiment négatifs en 1911. Alors, comment est-ce que l'on avait compensé cette problématique de naissance qui, en fait avait démarré dès le milieu du 19e siècle? Eh bien, par une utilisation massive de l'immigration. Et donc, ce n'était pas une chose nouvelle en 1920. Donc, depuis le milieu du 19e, la France s'est progressivement installée dans un processus de natalité qui va toucher son apogée donc, dans les années 1880. Et donc, le recours à la main-d'œuvre immigrée est largement pratiqué, en particulier lors de la réalisation des grands éléments des grands équipements structurants en France, tels que la construction des chemins de fer, des grands aménagements urbains ou les grands cycles de construction de logements ou d'aménagement du territoire, le plan Fraissinet, enfin bref, tout développement industriel. Et d'ailleurs, à ce titre, il existe des conventions d'immigration collective avec nos voisins européens, principalement l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, mais aussi avec certaines contrées de l'ancien empire austro-hongrois. D'ailleurs, il y avait des conventions qui étaient passées d'État à État et qui autorisaient le transfert de population. Alors, si l'apport des immigrés est considéré par certains comme le moyen d'enrayer le déclin démographique qui menace la France, d'autres, bien entendu, craignent une perte de l'identité nationale, ce qui est un peu à rapprocher avec ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui dans leur problématique de 2025. Alors, cette natalité en berne, elle est à analyser par rapport à ce qui se passe en Europe. Donc, vous voyez ici une France qui est encore amputée de l'Alsace-Lorraine, qui se trouve avec des voisins qui sont en bonne forme en termes de natalité. Alors, il manque un chiffre sur cet écran, il manque des chiffres sur cet écran, mais je vais les ajouter verbalement. Donc, vous voyez que la population de l'Allemagne, c'est 66 millions d'habitants, 48 villes de plus de 100 000 habitants. En France, beaucoup plus modestement, 41 millions et 15 villes de plus de 100 000 habitants. Là aussi, c'est intéressant, ça veut dire qu'on n'est pas encore en France dans une structure de grande ville ayant des équipements structurants sociaux. L'Angleterre, elle est également en très bonne forme.
Et même l'Italie fait bonne figure. Bon, l'Espagne est un peu décrochée, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir les taux d'accroissement de la population. Les Allemands affichent un taux d'accroissement de la population à cette époque de 15%, les Anglais de 9,1%, les Italiens de près de 7%, les Espagnols de 5% et la France un pauvre 1,6%. Donc c'est très faible et c'est cela qui est vraiment le problème. Donc, question naturellement qui vient de toutes parts, est-ce que la France est un pays menacé de disparition? Alors, paradoxalement, à Reims, le recensement de 1911 fait état d'une population de 115 178 habitants. Pour mémoire, la population de la ville à la veille de la révolution industrielle était de 45 000 habitants. Et donc, elle avait bondi à 93 000 en 1881 en plein boom de développement industriel. C'est donc à une augmentation constante de sa population qu'a été confrontée la ville de Reims. Alors, les conséquences de ce développement qui est absolument anarchique et incontrôlé sont malheureusement connues. Une déstructuration de la cellule familiale, un habitat surpeuplé et insalubre, une mortalité infantile absolument galopante. À ce titre, en 1873, c'est l'année où Reims inaugure son très bel opéra, qui est d'une certaine manière un symbole de la richesse de la ville et de sa réussite industrielle. Eh bien, la mortalité infantile y est une des plus élevées de France. Pendant plus d'un demi-siècle, effectivement, une partie significative de la population rurale a migré vers la ville. Mais cette ville, elle est dépourvue de capacités qui permettent un accueil et un hébergement décent. Et en cela, le cas de Reims est spécifique par rapport à d'autres villes industrielles, car Reims n'a pas de passé industriel, à la différence, par exemple, des villes minières ou des premiers centres industriels français. Alors, de fait, on voit couramment 8 ou 9 personnes, adultes et enfants confondus, vivre dans une seule pièce insalubre, sans le moindre équipement de confort. Et d'autre part, il y a une chose qu'il faut surtout intégrer, c'est qu'il n'existe à cette époque aucune, je dis bien aucune politique sociale de l'habitat, ni locale, ni nationale. Cette question du logement était laissée au libre arbitre de l'employeur, donc de l'industriel, et de l'employé. Cela, bien entendu, amène le développement d'un habitat indigne et très souvent à proximité immédiate de l'usine, et l'usine elle-même est implantée dans le centre-ville, puisque le déplacement de l'ouvrier ou de l'ouvrière vers son site de travail ne va pas se faire avec des moyens de transport en commun, il n'y en a pas. Donc les industries sont ce qu'on considérait aujourd'hui l'équivalent d'un centre-ville, et l'habitat y est immédiatement aggloméré. Alors, le constat n'est pas que négatif, il y a bien entendu des actions qui sont entreprises devant les résultats déplorables que cela produit. Des membres des sociétés mutuelles fondent en 1870 à Reims l'Union foncière, qui est une super société mutuelle ayant pour but de favoriser l'accession à la propriété. Alors, il faut se souvenir que Reims est une ville particulièrement dynamique sur le plan du mutualisme, sous toutes ses formes, et ce mutualisme a connu un développement particulièrement important à la fin du XIXe siècle. Il faut se souvenir, par exemple, d'Étienne Lesage, qui crée en 1866 les établissements économiques des sociétés de la ville de Reims, qui deviendront les célèbres échos et qui seront le berceau du succursalisme à venir. Donc, cette société mutuelle, elle avait pour objectif la construction de maisons payables par annuité, pouvant ainsi être acquises par les ouvriers. Alors, dans les réalisations, on observe que les 1000 membres qui sont présents en 1901 dans cette association font par exemple construire 2 groupes de maisons, boulevard Pommery et chemin de Courlancy, ainsi que dans d'autres lieux disséminés à travers la ville. Alors, l'architecte Portevin, Henri Portevin, déclarait à ce titre ceux d'entre nous qui font partie des commissions de logement insalubre n'ont hélas aucune raison de s'étonner de l'effroyable taux de mortalité que les statistiques accusent dans nos faubourgs. Alors, en 1882 est créée la Société anonyme rémoise pour l'amélioration des logements à bon marché, dont le capital d'ailleurs est souscrit par des industriels et des négociants rémois, et qui se propose de construire des logements de 2, 3 ou 4 pièces avec des charges et water closet distincts pour chaque logement. Et de disséminer ces constructions dans différents quartiers de la ville pour permettre aux locataires de se loger en tenant compte de la proximité des ateliers dans lesquels ils avaient une chance d'être occupés
ou des métiers que leurs femmes pouvaient exercer à domicile. Ainsi, en dehors d'initiatives à caractère privé, et malgré ce besoin impérieux de logement, la question fut en grande partie négligée par les pouvoirs publics. Une autre action qui est menée, qui est intéressante, en 1898, l'œuvre rémoise des Jardins ouvriers, qui est fondée par Marie Changeux, fille de Charles Heidsieck, et qui est une œuvre à la fois dans un but économique, social et moral. Elle est consacrée effectivement à la création de jardins ouvriers, donc qui est productrice d'une partie de sa nourriture, et ainsi de réapprendre à la famille à vivre sans subside, et bien entendu de ramener l'ouvrier au sein de sa famille en le détournant du cabaret, le ramener près de sa femme, de ses enfants, et de partager un amour commun de la terre, élément pouvant contribuer au rapprochement des générations. On le voit, la prise de conscience, même tardive, de cette situation catastrophique va aboutir enfin à une volonté de mettre en place les structures pouvant apporter une réponse efficace. Donc là, on a un calendrier d'action qui est mené au niveau national, avec en première date, en 1889, la création de la Société française des habitations à bon marché. C'est à cette date qu'on officialise la dénomination de ce type d'habitation destinée à la population ouvrière. 1894, le 30 novembre, c'est Jules Siegfried, qui était maire du Havre, fait voter une loi qui encourage la création d'organismes d'habitation à bon marché. Cette loi accorde des exonérations fiscales et permet l'utilisation des fonds de la Caisse des dépôts pour financer les programmes. C'est le premier point de bascule du privé vers le public. En vertu de ce texte, les sociétés qui construisent des HBM, habitations à bon marché, peuvent emprunter à taux réduit auprès d'organismes publics tels les caisses d'épargne, les caisses de dépôt, les établissements de charité. Et rappelons que pour prétendre à l'appellation d'habitation à bon marché, il faut que le loyer annuel soit inférieur à 375 francs de l'époque. Pour mémoire, l'ouvrier rémois gagne en moyenne 1250 francs par an. Donc le poste logement représente environ 30% du revenu. Nouvelle étape en 1903, c'est Georges Benoît Lévy qui crée la Société des cités-jardins suite au voyage d'études qu'il a réalisé en Angleterre pour observer ce phénomène récent des cités-jardins que les Anglais avaient donc démarré avec beaucoup d'anticipation, mais il faut toujours se souvenir que la révolution industrielle a démarré également en Angleterre comme en Allemagne, plus tôt qu'en France. Donc les solutions sociales, bien entendu, y apparaissent plus tôt. 1906, c'est la loi Strauss qui permet aux communes et aux caisses d'épargne de financer directement le logement social et donc les sociétés d'HBA. Mais cette loi, elle fixe le prix des loyers et elle impose, et ça c'est les nouveaux, des normes de salubrité. Alors, 1908, nouvelle pierre à la construction, c'est la loi Ribot qui envisage, elle, de permettre à l'ouvrier de devenir propriétaire de sa maison. Enfin, en réalité, d'ailleurs, tout le monde y aurait intérêt, y compris les employeurs. La propriété maintiendra les ouvriers en place, note un proche du dossier. Cela évite qu'ils se déplacent trop. Donc, c'est aussi une manière de fixer l'ouvrier et de lui donner une autonomie. Donc, la petite propriété évite aussi la promiscuité de l'immeuble collectif caserne, souvent considéré comme un remède pire que le mal. Alors, en 1912, c'est la loi Bonnevet, le 23 décembre. C'est un véritable monument législatif qui dresse en une trentaine d'articles un projet politique complet et dynamique pour la mobilisation des moyens d'une nouvelle intervention publique en faveur du logement par la construction massive de logements à bon marché. Donc face à une situation de crise générale, cette loi a fait naître une politique publique, économique et sociale du logement, là où il n'y avait jusqu'à maintenant que des mesures limitées de soutien et d'encouragement par des concours financiers aux activités privées de construction, vente et location d'habitations à bon marché. C'est vraiment cette période qui crée le socle du démarrage des habitations à bon marché. Et ben voilà, c'est pas un hasard, c'est cette date de 1912, donc fin 1911, début 1912, que Georges Charbonneau décide d'agir et va juger que les conditions sont réunies pour créer à Reims une société d'HBM. Alors, à propos, mais
qui était ce Georges Charbonneau dont on parle souvent? Euh, c'est un homme qui est né à Reims le 21 septembre 1865. Alors là, il faut bien préciser, parce que souvent la confusion se fait avec la verrerie. Il est le fils de Firmin Charbonneau, qui est cofondateur en 1870 de la verrerie bien connue. Et c'est son frère aîné, Émile, qui en prend ensuite la direction à partir de 1905. Georges Charbonneau, de son côté, lui, se voit confier par son père les rênes d'une sucrerie qui avait été rachetée en association avec Frédéric Lelarge, et cette sucrerie était située à Melle, dans les Deux-Sèvres. Voilà donc Georges Charbonneau, patron à 25 ans, et Georges, qui est un garçon brillant, va développer l'outil industriel, le transformer en distillerie et faire fortune dans l'industrie chimique. Donc, il n'est pas lié directement à l'activité de la verrerie, mais c'est un homme de l'industrie chimique. Alors, Georges Charbonneau est très préoccupé par cette dénatalité de la France qu'on a évoquée en préambule. Il est surtout alerté par la situation absolument catastrophique de grand nombre de familles rémoises. Il va donc à partir de là consacrer l'essentiel de son activité à Reims à l'édification de ce qui deviendra le foyer rémois, œuvre entièrement tournée vers la reconstruction de la cellule familiale et permettre son épanouissement. Et on peut dire que là, il y aura un certain succès. Par ailleurs, c'est un personnage fin, connaisseur et grand amateur d'art, et ainsi il permet la réunion des plus grands artistes de l'époque pour la décoration de l'église Saint-Nicaise et également à la maison commune du Chemin Vert. Mais c'est un homme à l'engagement très fort et permanent et qui va mourir malheureusement prématurément d'épuisement, et il disparaît le 13 mars 1933. Alors revenons donc à cette fin 1911. Dès le 29 décembre 1911 avait été publiée une première notice précédant la constitution de la Société anonyme d'habitation à bon marché pour familles nombreuses, dite Le Foyer Rémois. Et c'est le 15 juin 1912 qui est finalement constitué, avec l'aide précieuse, qu'il faut rappeler, de la Caisse d'épargne de Reims. Le Foyer Rémois est créé sous le régime de la loi Ribot. Alors, la société, sans retard, s'engage très rapidement et va acquérir des terrains pour l'édification de ses premières constructions. Un premier groupe de 20 maisons à bon marché a été bâti dans le quartier Cérès, à l'angle de la rue de Thionville et de la rue Boucher de Perthes. C'est l'architecte Dufay-Lamy qui réalise ces premiers immeubles. Ce sont des constructions encore relativement traditionnelles en bande, regroupant 5 logements. Pour la petite histoire, ces bâtiments sont toujours intacts. Si vous vous rendez à l'angle de la rue de Thionville et de la rue Boucher de Perthes, vous verrez ces immeubles qui n'ont pas été détruits par la guerre et qui sont toujours debout. Alors, ces immeubles sont novateurs parce que chaque logement comprend 4 pièces, deux au rez-de-chaussée, la cuisine qui fait office de salle à vivre, de salle à manger, ainsi que la chambre des parents, et 2 à l'étage, une pour les garçons et une pour les filles. En complément sont installés de water closets avec un tout à l'égout et un petit jardin. Ces habitations sont réservées à des familles ayant au moins 4 enfants de moins de 16 ans. Il faut se souvenir pourquoi cet âge, c'est qu'en 1892, la loi du 2 novembre fixe la durée maximale de travail quotidienne à 10 heures et l'âge minimum légal pour l'emploi à 13 ans. Donc, c'est-à-dire que nous sommes encore dans une situation où des enfants à 14 ans sont à l'usine. Donc, rapportent de l'argent à la maison. On continue le déroulé de l'activité du foyer rémois avant la Première Guerre mondiale, et donc en janvier 1913, il est décidé de construire boulevard Dauphino 15 logements avec des techniques novatrices, puisqu'on va employer le béton coulé, ce qui est tout à fait moderne pour l'époque. Alors, ce bel élan, malheureusement, est stoppé net par la Première Guerre mondiale et la destruction partielle de la ville de Reims. Alors, en 1904, on a parlé tout à l'heure de Georges Benoît Lévy qui avait publié ce remarquable ouvrage qui s'appelle La Cité Jardin et qui démontrait la pertinence du concept développé en Angleterre. En particulier, il s'était intéressé à 2 cités qui sont celles de Portland Light et celle de Bondeville. Et Georges Charbonneau a lu, bien entendu, ce livre et il s'est lui-même rendu en Angleterre en 1912. Alors, en quelques mots, rappeler que Ebenezer Howard était un penseur social, urbaniste,
philosophe. Enfin, il avait toutes les qualités réunies pour imaginer ce que devait devenir le principe des villes nouvelles que l'Angleterre envisageait de construire, donc un principe de cité radiale dans lesquelles on replaçait le bassin de vie au centre, dans des cercles concentriques, on trouvait effectivement ensuite les cultures, et on rejetait les usines à l'extérieur. Donc c'était un concept tout à fait moderne, tout à fait novateur, et qui reposait aussi sur un principe de gestion communautaire avec des possibilités de location et d'achat, et surtout qui impliquait l'ensemble des personnes présentes à assurer le fonctionnement des services communs avec un retour pour ceux qui investissent dans le développement de la cité par le simple paiement de leur loyer. Donc il y avait vraiment une implication sociale des personnes dans la vie de la cité. Donc l'exemple que nous voyions précédemment, c'était à Letchworth. Ensuite, la même cité est construite à Welling. Alors ça, ce sont les cités, pour faire une petite différence que je tiens toujours à préciser, ce sont de véritables cités-jardins non industrielles. Je m'explique. J'ai parlé tout à l'heure de Porcelain-Light et de Bondeville. Porcelain-Light, c'est Lever. C'est Lord Leverhulme, aujourd'hui Unilever, qui a construit la première cité-jardin pour ses ouvriers. La même chose à Bondeville pour les employés de Cadbury, le chocolatier. À l'inverse, quand nous parlons de Welling ou de Letchworth, ce sont des villes intégralement créées sans tissu industriel préalable. Ça, c'est totalement moderne, puisque ce sont les industries qui vont venir ensuite se connecter à ce noyau urbain réalisé. Alors, pour les petits exemples amusants, vous voyez ici une photo d'une maison à Bondeville, faite par Cadbury, et où la notion d'hygiénisme était déjà très développée. Vous voyez une astuce absolument incroyable. Dans la cuisine, il y avait un plancher coulissant qui dissimulait une baignoire et ce qui permettait d'avoir une salle de bain intégrée dans la cuisine où on produisait l'eau chaude pour pouvoir avoir un bain, donc ce qui est tout à fait original. Donc, tout ça, ça donne effectivement un matériau, Georges Charbonneau, pour réfléchir à ce qu'il va faire à Reims. La guerre, de fait, ouvre une page blanche en matière de reconstruction de logements sociaux, et surtout, cela va permettre d'appliquer sur le terrain ces nouvelles théories en matière d'hygiénisme et de santé, puisqu'on sait très bien à ce moment de l'époque que ce qui va combattre la misère et l'insalubrité, ça sera effectivement d'emmener la population vers un mieux en termes d'hygiène, de santé. Donc, Georges Charbonneau va engager une toute autre dynamique par rapport à ce qu'il avait engagé avec le foyer à moi en 1912 et 13, et il va engager le foyer à moi dans les idées les plus modernes, avec un chantier de très grande ampleur, donc qui va démarrer en 1920, mais qui va démarrer dès la fin 1919, et avec la complicité d'un homme remarquable qu'il faut régulièrement rappeler et dont il faut se souvenir, qui est Jean-Marcel Aumurtin, qui est un urbaniste architecte, qui va dessiner là un projet d'urbanisation qui prévoit la réalisation d'environ 600 logements complétés d'équipements sociaux, culturels, économiques sur environ 30 hectares. Alors, il faut savoir que ce chantier est mené tambour battant. Le dossier du chemin vert fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire le 26 février 1921. En fait, le chantier a déjà commencé avant. 4 semaines à peine suffiront pour l'obtention du permis, soit le 23 mars 1921. Cela illustre bien sûr la situation d'urgence dans laquelle était la ville pour sa reconstruction. Et en fait, comme je le disais, ce chantier largement anticipé dès la fin 1919 avait permis donc des travaux préparatoires d'infrastructures pour permettre une réalisation rapide du chantier. Il faut se souvenir qu'à ce moment, la ville est totalement bloquée. Elle est bloquée jusqu'au mois de mai 1920, où rien ne se passe au niveau du dégagement de la ville. La ville est totalement bloquée et saturée tant que le nouveau plan de reconstruction n'est pas acté. Donc, très rapidement sont installées 25 baraques Adrian, qui sont ces grandes baraques en bois créées par l'armée, sur près de 10 000 mètres carrés, et cela va permettre l'installation de 40 presses destinées à la fabrication sur place des agglomérés, ce qu'on appelle les parpaings aujourd'hui, et de 20 presses pour la fabrication des tuiles en ciment. Et les ateliers de travail du bois également sont installés. Donc on est sur un chantier qui est parfaitement autonome, raccordé par une voie ferrée autonome également, et Georges Charbonneau va pouvoir mener son projet de construction
quasiment indépendamment de la problématique de la reconstruction de la ville. Alors, il faut savoir que d'autres baraquements étaient également dédiés au logement provisoire des ouvriers, parce qu'il ne faut jamais oublier que la ville ayant été détruite à 60%, déjà, les maisons non détruites ont été réoccupées par ceux qui en étaient les propriétaires, mais qu'il fallait surtout trouver la capacité à héberger les ouvriers qui allaient venir reconstruire la ville. Donc, les barricadrions vont aussi servir à l'hébergement des ouvriers. Et quand ce chantier sera terminé, ben ces baraques vont servir à divers usages, et en particulier, une des barricadrions servira de chapelle provisoire pour la cité du Jardin du Chemin Vert avant la construction de l'église. Et donc, dès le début de 1921, tel que vous le voyez sur la photo, les premiers murs s'élèvent sur le chantier de la cité Germain. Alors, bien évidemment, Charbonneau est un homme qui pense à tout, mais à tout et dans le détail. Il faut bien sûr prévoir le ravitaillement de ce qui sera une petite ville à terme de 3600 habitants environ. C'est ce qui est prévu, puisqu'on a 600 maisons, et si vous avez suivi, vous avez remarqué qu'on a parlé de familles ad minima de 4 enfants. Donc on est sur des foyers ad minima de 6 personnes, donc 6 fois 6, 36, 3600 habitants. Donc la cité Jardin du Chemin Vert, dans sa contexture, ne sera jamais rattachée par le tramway, ce qui la met dans un relatif isolement par rapport au centre-ville. Il n'est pas certain que ça gênait Charbonneau. Aussi, pour permettre aux habitants de vivre commodément, donc 2 centres alimentaires sont implantés pour permettre un accès aisé aux familles à une distance raisonnable. Et on retrouve là des grandes enseignes du succursalisme rémois qui assurent l'approvisionnement en produits frais, épiceries, liquides, mais aussi merceries et commerces de proximité. D'autre part, une société d'approvisionnement fondée par le foyer rémois exploitait une boulangerie qui vendait le pain à un prix inférieur d'au moins 10 centimes au cours de la ville, et une boucherie qui accordait aux clients une ristourne d'environ 4% sur le prix de la viande, tout ça pour faciliter l'accès de la population à ces centres urbains, à ces centres d'alimentation. Alors Maurice Hollande a une phrase tout à fait claire par rapport à un autre équipement totalement important et structurant de la cité Jardin du Chemin Vert, qui est même, je dirais, l'objet de toutes les attentions de Georges Charbonneau. Et Maurice Hollande écrit en 1933, il est secrétaire du foyer rémois. Là transparaît la préoccupation de Georges Charbonneau vis-à-vis de la dénatalité en France, et la maison de l'enfance est emblématique de la tâche à mener pour encourager les naissances et devenir un véritable laboratoire de puériculture auquel va toute la prédilection des dirigeants du foyer rémois. Vous voyez, dans cette phrase, on a vraiment l'objectif qui est absolu, c'est permettre à ce lieu de favoriser l'éclosion de la famille et les naissances. Alors, de très nombreux services y sont assurés, presque inimaginable aujourd'hui. Nous sommes en 1925. Consultation prénatale, consultation de nourrissons, consultation du second âge, crèche ouverte de 6h15 à 19h, garderie, garderie pour les enfants, dortoir jusqu'à 3 ans et hospitalisation des enfants jusqu'à 10 ans, jardin d'enfants de 3 à 6 ans, soins aux malades, gouttes de lait, et 5 infirmières visiteuses sont rattachées à la maison de l'enfance. Donc vraiment, un équipement indispensable et une très grande réussite. Autre élément qui, bien entendu, tient à cœur de Georges Charbonneau, fondateur de la Cité Jardin, dont l'attachement et dont la foi repose sur des valeurs profondément ancrées. Donc il souhaite bien entendu l'édification d'une église. Il avait fait la proposition d'ailleurs à la communauté protestante, s'il avait souhaité avoir un temps, de pouvoir s'y installer. Donc va se construire une église, donc Saint-Nicaise, qui va être édifiée de février 23 à juin 24, et cela grâce à la générosité de 250 donateurs ayant répondu à une souscription ouverte auprès des notables de Reims et du soutien financier des artistes qui vont faire effort dans leur facturation d'œuvres, et pour une très grande part à l'engagement personnel financier de Georges Charbonneau. On doit bien sûr considérer cette église comme l'expression la plus aboutie des convictions religieuses de Georges Charbonneau, qui était profondément engagé dans les valeurs du catholicisme social. Alors, un équipement que quelquefois on a tendance à oublier, parce qu'il est de l'autre côté du boulevard, c'est le groupe scolaire, qui fait bien entendu partie de la construction
global de la cité-jardin du chemin vert. Alors, il est méconnu car il est de l'autre côté du boulevard, bien sûr, il est hors le village, mais c'était volontaire puisque cette école, qui comprenait un groupe, enfin, qui était une forme de groupe scolaire avec 5 classes pour l'éducation des garçons, 5 classes pour l'éducation des filles et 3 classes maternelles, avait été édifiée en convention avec la ville de Reims avec un processus de rétrocession. En fait, le foyer rémois finançait la construction et la ville lui remboursait progressivement et retrouvait propriété de ces bâtiments, mais dans un délai qui était assez long. Et en fait, ça va plutôt mal se passer avec la mairie qui était de tendance radicale socialiste, et il va y avoir des propos désagréables qui vont être échangés entre la mairie et le foyer rémois. Georges Charbonneau va hâter la restitution de cet établissement à la ville pour sortir de cet imbroglio. Et nous arrivons enfin à l'équipement qui nous intéresse, qui est la maison commune. Alors, un propos entendu lors de l'Assemblée générale de 1923. On est en pleine construction. La maison commune, dont le gros œuvre est achevé, a servi d'école provisoire depuis le mois d'octobre, donc octobre 1923. Elle permet aussi d'accueillir dans les écoles du foyer, donc le groupe scolaire n'est pas encore construit, elle permet ainsi d'ailleurs, comme ça, d'accueillir dans les écoles du foyer tous les enfants de la cité. Nous comptons mettre en route à l'été 24 la salle des fêtes, la bibliothèque, le cercle et les bains-douches. Cependant, devant le peu d'empressement mis par les familles à faire inscrire leurs enfants, nous avons retardé l'ouverture de l'école ménagère que nous avions projeté d'ouvrir au début de cette année. Nous essaierons cependant d'organiser des cours ménagers pendant les vacances et si le succès répond à nos efforts, nous continuerons. Alors cette maison commune, ou la commune comme l'appellent les habitants de la Cité-Jardin, ouvre donc réellement au public au deuxième semestre 1924. C'est avant l'heure un lieu d'accueil pour l'éducation populaire et le délassement pour les familles de la Cité-Jardin. La maison commune du chemin vert est constituée d'une salle des fêtes, d'un cercle de jeux, d'un ensemble sanitaire de bains-douches, d'une bibliothèque, d'une école ménagère, d'ateliers pour différentes activités et publie tous les 2 mois une gazette sur la vie de la Cité-Jardin. Sur le plan sportif, qui n'est pas oublié, un terrain de jeu de 2 hectares est à disposition à l'est de la cité. La maison commune sera enfin complétée à terme d'une salle de sport couverte. Ainsi que le souligne d'ailleurs Bernard Weber, l'écrivain Bernard Weber, dans le livre Chemin vert qu'il avait réalisé avec Alain Atta, la maison commune fut pionnière en matière d'équipement socio-culturel et fondatrice des centres sociaux en France et fut longtemps à Reims un pôle culturel de première importance et un modèle d'innovation sociale. Alors, pour rentrer vraiment dans la vie de ce qu'était l'activité de la maison commune, quoi de plus simple finalement que de feuilleter ensemble le rapport de l'Assemblée générale du 9 avril 1932 qui nous raconte ce que fut l'année 1931. Et c'est une période qui est intéressante parce que c'est le moment où la cité a monté en régime et l'entente de toutes les activités sont fonctionnelles et on est effectivement au niveau de population qui était envisagé. Donc effectivement, on constate que la population de la Cité-Jardin en 1932 est d'environ 3700 habitants, soit une moyenne de 6,2 habitants par foyer. Donc on est bien dans ce qui était prévu. Alors là où tout de suite on voit une notion qui est extrêmement intéressante, et qui là pose les bases de la réflexion sur le bienfait de l'hygiénisme qui est développé sur place. En 1932, le taux de mortalité à la Cité-Jardin est de 6,2 pour 1000, alors que de l'autre côté du boulevard Pommery, donc dans Reims, il est de 16,4, soit une mortalité 2,6 fois supérieure. Alors, parlons de l'enseignement ménager. On a vu précédemment qu'à l'ouverture, en 1924, l'école ménagère avait rencontré un très faible intérêt de la population au point d'en retarder l'ouverture. Bonne nouvelle, 7 ans ont passé, les choses ont évolué. Que dit-on? L'enseignement ménager, particulièrement, a pris une nouvelle et importante extension. Le nombre des jeunes filles fréquentant les cours du soir de l'école ménagère est régulièrement d'une trentaine, et celui des écolières, fréquentant les cours du mercredi après-midi et du jeudi s'élève à plus de 130. En outre, chaque mois, mademoiselle Gray, directrice, donne près de 80 consultations ménagères, soit chez elle, soit à domicile.
N'ayant presque aucune aide, notre dévouée directrice ne pouvait satisfaire à sa tâche sans fatigue excessive. Nous lui avons donc adjoint, à la fin de l'année, une personne ayant une longue expérience de l'enseignement ménager qui la secondera et, nous l'espérons, lui permettra d'augmenter encore sa bienfaisante influence. Le cercle. Le cercle, c'est à l'époque le lieu où se retrouvent les hommes. C'est là où se règlent un peu les problèmes de la vie de la cité. La fréquentation du cercle a légèrement diminué, mais cela est dû à la beaucoup plus grande activité du club sportif. Nous avons vu en effet ce club prendre une importante extension cette année, grâce au terrain de jeu et aux vestiaires que nous avons mis à sa disposition. Le nombre de membres actifs, qui était de 21 au 1er janvier 1931, est passé à 47 au 31 décembre. Il y a maintenant 4 équipes de basketball et 2 équipes de football qui sont extrêmement actives. Donc on voit ici l'émergence du sport, on voit ici l'émergence de l'activité physique. En outre, et ça c'est un phénomène qui est toujours intéressant à souligner, nous sommes entre deux guerres, la section de préparation militaire donne d'excellents résultats. Les 7 jeunes gens qui avaient préparé le brevet l'année dernière ont tous été reçus. Cette section compte cette année 15 membres qui suivent très régulièrement les cours. La fanfare. La fanfare, elle s'appelle l'Espérance de Saint-Nicaise. Elle est également en plein développement et elle a obtenu de très estimables récompenses dans différents concours, notamment à celui de la Fédération générale des patronages de France le 2 août dernier. Les troupes de scouts et de louveteaux recrutent un nombre important d'enfants et de jeunes gens de la cité. Il y a des cours de solfège. Ces cours de solfège sont gratuits, mais ils sont dirigés par Mlle Malo et donnent de très bons résultats et nous avons espoir d'avoir très prochainement une petite chorale d'enfants. Et nous arrivons aux bains-douches. Ah, la fréquentation des bains-douches, ça a été le casse-tête de Georges Charbonneau pendant des années. Alors, la fréquentation des bains-douches en 31, elle est en léger progrès. Alors, l'étape accomplie au point de vue de l'hygiène depuis la création de la cité est importante, puisque le nombre total de douches prises par habitant a presque doublé depuis la création de l'établissement. Ceci étant, on est parti de très peu. Mais nous sommes encore loin de ce qui serait désirable d'obtenir. Et nous regrettons à ce sujet, une fois de plus, que la ville n'accorde pas encore pour l'usage de l'établissement des bains-douches du foyer Rémois la gratuité qu'elle accorde aux familles nombreuses pour l'entrée des établissements municipaux, ce qui serait cependant équitable et d'une réalisation très facile. Donc, cette notion, cette différence qui fait qu'effectivement, il y a un coût pour l'usager à venir se laver au bain-douche du foyer Rémois n'est peut-être pas l'élément qui accélère la fréquentation. Mais ça viendra progressivement. On passe maintenant aux troupes théâtrales d'amateurs et de cinéma. Eh bien, ces troupes théâtrales d'amateurs principalement théâtrales d'amateurs, ainsi que le cinéma, ont continué à apporter aux habitants de la cité des distractions saines et peu coûteuses, et donc présentent leur spectacle dans la salle des fêtes de la maison commune. Et point important, nous avons pu améliorer les conditions de fonctionnement du cinéma en adoptant le pâté rural. Alors, le pâté rural, c'était un système au niveau national qui permettait la distribution de films. Le nom l'explique, hein, la société Pathé mettait en réseau des films qui tournaient sur les sites. Et donc, cela permettait d'avoir des films relativement modernes pour l'époque, hein, nous sommes en 1930, et les premiers résultats obtenus avec cet appareil qui faisait en plus un format de qualité en projection font espérer pouvoir arriver à terme à réduire considérablement le déficit de ce service et même probablement à le faire disparaître complètement. Et on voit effectivement les affiches des spectacles que les jeunes spectateurs de la Cité Jardin pouvaient aller contempler, donc les aventures de Jim le harponneur ou de Fred l'insaisissable. Alors, la bibliothèque, ça, c'est un lieu qui est extrêmement important dans l'histoire parce qu'elle existe toujours. Et le mobilier que vous voyez sur cette photo existe encore actuellement, même s'il a été déplacé, qu'il n'est plus dans la bibliothèque. Et cette bibliothèque, elle fonctionne très bien aujourd'hui. Elle a un siècle, c'est absolument remarquable. Et il y a un siècle, en 1931, elle fonctionnait déjà très bien avec une grande circulation de population qui venait emprunter ou lire sur place. Et un point intéressant, puisqu'on est dans le déroulé de l'Assemblée générale, chaque année, à l'occasion de l'Assemblée générale du foyer Rémois, est émis
un vœu qui est relatif à l'interdiction de l'installation de tout débit de boisson dans un rayon de 300 mètres des cités-jardins. Alors, cette photo, elle est intéressante parce qu'elle vous permet d'apprécier à quel point la cité-jardin était hors la ville. Vous avez vraiment ce boulevard Pommery et dans les champs, vous avez ce village. Donc, pas de débit de boisson à moins de 300 mètres des cités-jardins. Ça, c'était pour éloigner l'homme du cabaret, bien sûr. D'autre part, était également formulé à nouveau le vœu relatif à la fréquentation des bains-douches par les enfants des écoles. Et l'Assemblée générale du Foyer et moi demande à la mairie que, comme il est d'usage à l'étranger, dans les pays où l'hygiène est à l'honneur, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ces pays? La mortalité elle est considérablement inférieure à celle de la France. Eh bien, que les enfants des écoles publiques en France soient obligatoirement menés chaque semaine à la douche, sauf avis contraire du médecin, bien sûr. On arrive à la fin de cet exposé. À mi-chemin de son centenaire, à la fin des années 60, la cité Jardin du Chemin Vert n'était certainement pas au mieux de sa forme. C'était même compliqué. Et il lui était facile pour un promoteur peu scrupuleux de raser ce quartier compliqué et d'y édifier des tours flambant neuves. Il n'en a fort heureusement rien été. Alors, le directeur du foyer et moi, Paul Voisin, choisit alors, et nous sommes en 1965, un jeune architecte urbaniste, Jean-Loup Roubert, Grand Prix de Rome, et il lui demande de concevoir et d'édifier le futur quartier de l'Europe. J'ai eu le privilège de bien connaître Jean-Loup Roubert, et à l'occasion de nos nombreux échanges, il me confia que jamais Paul Voisin n'aurait pu imaginer abandonner la cité-jardin du Chemin Vert. Et au contraire, il avait expliqué à Jean-Loup Roubert de considérer la cité-jardin comme le noyau initial de ce qui allait être construit. Donc le regard qu'il faut avoir sur la cité-jardin, c'est l'origine de la cité de l'Europe, qui se construit donc entre 1965 et 1972 environ. Voilà, nous avons fait le tour et on reste toujours étonné, bien sûr, de la permanence des solutions proposées à l'époque, de leur modernité, des moyens considérables qui avaient été mis en œuvre. Cela nous rappelle que Georges Charbonneau est tout à la fois un homme de conviction et un homme d'action. La Cité Jardin du Chemin Vert, c'était un projet global qui réunissait en une même unité de lieu des structures propres à élever le corps et l'esprit, à sécuriser la famille, à construire le lien social. Bon, finalement, toutes ces attentes, tous ces besoins, malgré le siècle écoulé, restent d'actualité. Il y a plus d'un siècle, la grande différence, c'est que Georges Charbonneau n'a pas répondu à une demande qu'on lui a faite. Il a construit délibérément, de toutes pièces, la solution. Et cette solution qui physiquement nous accueille encore aujourd'hui, s'engage résolument, adaptée à son temps, avec les activités de maintenant, eh bien, elle s'engage sur la voie d'un deuxième centenaire et je ne peux qu'inviter l'ensemble de tous ceux qui sont intéressés à ce bâtiment de se donner rendez-vous en février 2125 pour célébrer le bicentenaire. Merci. Merci beaucoup, Dominique. C'était passionnant. Merci, et j'incite tous les gens qui visitent Reims à passer par cet endroit magnifique, formidablement bien restauré et maintenu dans le temps. Et on attend avec impatience la réouverture de l'église Saint-Nicaise avec des vitraux de René Lalique complètement restaurés. Merci pour tout ce que tu fais pour la Cité du Chemin Vert et merci d'avoir consacré du temps à la mission UNESCO pour retracer toute cette histoire. À très bientôt, Dominique. Merci. Merci.